Merci beaucoup aux organisatrices et organisateurs de cette journée pour me donner l'occasion de présenter cette recherche. Et malheureusement, je vais peut-être pas parler de ce que je fais actuellement au Japon. On verra à la fin si j'ai un petit peu de temps, mais plutôt de ce que j'appelle la mécanique d'assemblage de structures élancées. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'entends par là. Mais juste avant, j'ai parlé un petit peu de ma formation pour quelque sorte justifier pourquoi j'étudie ça et pourquoi cette approche. Et donc j'ai eu un début de formation très parisien avec une école d'ingénieur assez généraliste, ensuite un master de physique plus fondamentale, et ensuite j'ai fait ma thèse au laboratoire de physique statistique à l'École normale supérieure. Et ensuite, je me suis enfin un petit peu internationalisé. Donc, j'ai fait un premier postdoc à l'EPFL à Lausanne, donc en Suisse, dans le département de génie mécanique. Et là, maintenant, je suis dans mon deuxième postdoctorat à l'Université de Tokyo, en retour dans un département de physique. Et donc, juste pour mettre un peu en avant que j'ai une formation qui est un petit peu hybride entre ingénierie mécanique et physique un peu plus fondamentale. Et donc, ça va pouvoir se voir dans l'approche. Donc, pour ce qu'on appelle assemblage de structures élancées, là, je vais définir le terme structure élancée. En fait, c'est un terme mécanique qui regroupe des objets qui vont avoir une dimension très grande par rapport aux autres, donc tels par exemple, des cordes ou les feuilles. Et ces objets-là, ils ont la propriété de pouvoir se déformer beaucoup sans casser ou sans avoir de déformation permanente. Et je regardais les assemblages de ces objets, c'est-à-dire que je vais avoir de nombreuses structures qu'on va mettre ensemble. Donc, ça va supposer des interactions entre ces structures et même des fois une approche statistique si on a vraiment beaucoup d'objets. Et les questions qu'on se pose, ça va être quelle est la forme de ces objets, quelles vont prendre spontanément la forme et comment ils vont répondre quand on va appliquer des contraintes extérieures. Donc, en mécanique, ça vient à tirer ou à appuyer dessus, par exemple. Et l'approche qu'on a, c'est on appelle mécanique physique. C'est qu'on va s'inspirer d'objets du commun, donc tels les tricots ou les livres. Et au lieu d'avoir une approche très ingénierie, on va prendre l'objet tel quel et essayer de voir ce qu'on peut en dire. On va d'abord avoir une étape de simplification et d'identification d'une question assez précise. Donc, on va simplifier pour pouvoir répondre à cette question-là. Donc, on simplifie le problème, mais en contrepartie, on va essayer de décrire plus en détail et avec le moins de paramètres possible. Et après, je suis aussi principalement expérimentateur, donc faire des expériences mécaniques, faire des mesures, et après essayer de modéliser ça mathématiquement, donc de manière analytique, en faisant un peu un dialogue entre l'expérience et l'expérience va guider souvent la modélisation. Donc, je vais expliquer ça sur trois différents systèmes, un qui se rapporte plus au livre, l'autre au tricot et enfin aux sculptures de ruban, donc par exemple ce qui est utilisé en vannerie. Donc on va commencer par le livre. Donc là, c'était un projet à l'EPFL et la question qu'on s'était posée, assez simple, c'est quelle force il faut pour plier un livre. Et on peut raffiner un peu cette question en se demandant, est-ce que c'est égal à la réponse d'une seule page multipliée par le nombre de pages? Donc, on va avoir une réponse tout à fait linéaire. Et donc, pour répondre à cette question, on fait simplement une expérience. On va prendre un livre modèle. Donc là, par modèle, on suppose qu'il n'y a pas de déformation permanente des pages. Donc, on va prendre aussi un matériau fait pour. Ensuite, on va considérer que toutes les pages ont la même épaisseur, donc on ne va pas prendre pas de couverture et qu'elles peuvent glisser librement, donc on ne va pas avoir de reliure. Donc c'est ça qu'on appelle le livre modèle. Et le type d'expérience qu'on fait, c'est simplement une expérience très classique en mécanique. C'est une flexion 3 points. On a deux supports et on va venir appuyer au milieu de manière répétée pour venir déformer. Et on va mesurer classiquement quelle est la force, ici Q, en fonction de l'indentation. Et donc, ça donne typiquement ce genre de courbe. On a une réponse linéaire après qui atteint un maximum et qui décroît. Donc ici, c'est pour une page et il y a une théorie qui est bien connue qui permet de prédire et voir que là, cette expérience reproduit assez bien. Et pour voir quelle est l'influence du nombre de pages, on va simplement refaire cette expérience, mais en ajoutant des pages. Et ici, ça ne va pas être directement la force que je vais représenter, mais la force divisée par le nombre de pages, de telle sorte que si cette équation est résolue, cette équation est vérifiée, on va pouvoir voir que a priori, ça va rester sur la même courbe et en vrai, ça devrait être inchangé. Mais ce qu'on mesure, c'est qu'il y a quand même une différence, et notamment que la force générale augmente, mais et aussi que les courbes à l'aller et au retour qu'on a pu voir sur l'expérience se séparent. En fait, ça va
ça montre qu'il y a une certaine dissipation d'énergie dans le milieu. Donc, il y a quelque chose qui se passe et on voit que cet effet s'accentue quand on augmente le nombre de pages. Donc, c'est ça qu'on va vouloir expliquer pourquoi cette équation un peu naïve n'est pas vérifiée. Donc, on va chercher quels sont les ingrédients qui peuvent expliquer et permettre de prédire cette réponse un peu plus compliquée qu'attendue. Donc, la première, c'est un argument géométrique. Fait que si on veut comparer, par exemple, la forme de la première et de la dernière couche, on voit qu'elles ne peuvent pas se superposer. Donc, elles ont des formes différentes. Et comme c'est des objets élastiques, souvent une forme différente veut dire des forces différentes. En fait, ça, c'est un phénomène assez général de quand on essaye d'empiler des objets qui sont inextensibles et qui ont une certaine épaisseur. Si on veut venir les courber, la courbure va changer suivant quelle position dans l'empilement. Donc, ceux qui sont au creux de la courbure vont devoir se courber plus. Donc ça, on peut le prendre en compte mathématiquement dans un modèle mécanique. Et ce que ça donne, c'est la courbe ici en pointillé. Donc ici, c'est de nouveau la force en fonction de l'orientation, cette fois pas normalisée pour bien séparer les courbes. Et on voit que la prédiction, elle arrive entre l'aller et le retour. Donc ça permet de capturer quelque chose. Déjà, on capture l'augmentation d'amplitude, mais par contre, on n'a pas cette séparation des courbes. Et donc, cette séparation des courbes, on peut interpréter ça une certaine dissipation de l'énergie. Et on a ça parce qu'on a du frottement. Et en fait, si on regarde bien la cinématique un peu des différentes pages, on voit qu'elles glissent les unes par rapport aux autres. Et vu qu'on a aussi une force normale qui vient dessus, si on glisse et qu'on met une force normale, si vous pouvez faire ça avec les mains, on voit que ça chauffe, c'est-à-dire qu'il y a de la dissipation d'énergie. Et donc là, on peut aussi le rentrer dans le modèle mathématique, ici, de manière perturbative. Et ici, ça va donner finalement cette prédiction en très plein qui permet de plutôt bien capturer cette réponse-là pour n'importe quel nombre de pages. Donc, on voit qu'il faut on a trouvé les deux ingrédients un peu minimaux pour réussir à prédire ce problème. Et donc, là, ça va être tout pour le livre. Et maintenant, je vais passer à mon travail de thèse qui portait sur la mécanique du tricot. Et en fait, la question initiale vient d'une observation assez courante, c'est que si on prend par exemple cette écharpe qui est tricotée, on va pouvoir en tirer dessus et l'augmenter de taille de peu près un facteur 2. Mais si je prends cette différente écharpe qui est cette fois tissée et que je prends dessus, je tire dessus, elle s'agrandit quasiment pas. Donc on a vraiment une différence très drastique de comportement mécanique, a priori à partir de matériaux qui sont à peu près les mêmes. Et donc pour ça, on va aussi commencer avec une étape de simplification et on va d'abord prendre un fil qui va être plus simple parce que les fils de laine ou de coton, c'est déjà un objet mécanique très, très difficile en soi. Donc on a pris un monofilament de nylon, c'est du plastique qui va se déformer de manière bien prévisible. Et typiquement, c'est du fil de pêche qu'on a acheté. Et après, on va faire quelque chose qu'en physique, on aime souvent faire, c'est séparer les échelles. Donc ici, on va séparer les échelles de dimensions. Donc on peut trouver trois tailles caractéristiques dans un tricot. Le premier, ça va être le diamètre du fil. Ensuite, ça va être le diamètre du motif qui vient se répéter. Et enfin, le diamètre, donc la taille de l'étoffe. Et séparer les dimensions, c'est-à-dire qu'on va prendre chaque taille bien plus petite, on va dire au moins d'un facteur 10 par rapport à celle-là. Donc, ça donne des tricots très aérés comme ça qui vont ressembler beaucoup au collant, des choses comme ça. Et donc, une fois qu'on a choisi notre système, on peut faire un tissu, un tricot et regarder un peu pourquoi on peut avoir cette différence de comportement mécanique. Et donc, sur le tissu à gauche, on voit que on a les fils qui suivent, qui sont rectilignes, ils suivent la trame et la chaîne, de sorte que quand on vient tirer dessus, on va directement tirer sur le fil. Alors que pour le tricot, c'est une structure un petit peu plus compliquée. On va avoir souvent un tricot est fait que d'un seul fil qui va faire des boucles et des boucles qui vont s'accrocher au rang avant et après. Donc, on voit qu'on a une structure très différente. Et là, quand on va venir tirer sur le tricot, on voit qu'on ne vient pas tirer sur le fil, mais qu'on vient en fait changer la courbure du fil. Et ça, c'est une propriété des objets élancés, c'est qu'ils sont souvent très mous en flexion, donc on peut les déformer très facilement en les pliant. Mais par contre, en traction, quand on vient tirer dessus dans leur axe, ils vont être très, très résistants. Et donc, ça va être simplement
cette propriété générale des objets lancés qui est mise dans la microstructure des tissus et des tricots. Et pour ça qu'on a une différence très significative du comportement mécanique. Et donc ça, c'est une explication plus qualitative. Et on a essayé d'aller plus loin, voir est-ce qu'on peut avoir vraiment quantitativement prédire, par exemple, cette forme-là quand on va tirer sur notre tricot modèle. Mais pour modéliser quelque chose, il faut d'abord choisir une échelle de description. Là, on a choisi l'échelle intermédiaire du motif, donc de la maille en tricot. Et on va définir pour chaque maille 2 vecteurs qui vont les relier à ses voisines du rang et des colonnes d'à côté. Et on peut imaginer que si on connaît ces vecteurs pour toutes les mailles du tricot, on va pouvoir reconstruire le tricot dans son ensemble. Donc, une fois qu'on a choisi cette échelle, ce niveau de description, il faut choisir une méthode de modélisation et on a utilisé ce qu'on appelle une approche lagrangienne, qui est aussi très utilisée en physique, où l'idée, ça va être d'écrire une sorte de fonction qui va prendre en compte l'énergie du notre tricot, donc ici c'est une énergie élastique, mais aussi les contraintes qui vont être associées à ces variables. Et cette méthode-là permet de trouver en fait quels vont être les champs C et W, donc les formes de chaque maille, qui va minimiser l'énergie. On s'attend à ce qu'un système tend toujours à minimiser cette énergie, mais tout en respectant les contraintes qui sont imposées. Et pour ça, il faut réussir à l'écrire. Et après pas mal de travail, on a convergé vers cette expression. Donc, je ne vais pas aller dans les détails mathématiques, mais juste expliquer à quoi correspond chacun des termes. Donc, le premier correspond à l'énergie de flexion du fil. Et en fait, on considère que cette énergie-là, ça suppose que le fil ne va pas s'allonger, qui va être inextensible. Donc ça, en fait, ça demande d'ajouter une contrainte associée, donc qui est celle en vert ici. Et ensuite, la deuxième contrainte, c'est que on veut que notre tricot qu'il n'ait pas de trou, en quelque sorte. Donc, on veut une certaine continuité et intégrité du réseau. Donc, ça veut dire que si une maille va se rétrécir, ça doit aussi avoir une influence sur celle d'à côté. Et donc, c'est ce que signifie ce second terme. Et le dernier, c'est simplement la force qu'on va appliquer dessus. Et donc, on peut résoudre ce système d'équations. Ça donne des équations qu'on peut résoudre pour chaque étirement. Et ça permet de comparer l'expérience avec la prédiction. Donc, la prédiction vient en rouge ici, et l'expérience, on a colorié certains rangs et colorié numériquement certains rangs et certaines colonnes, et on voit que la prédiction colle très bien avec l'expérience. Et donc, ici, on n'a pas de paramètres ajustants. Donc, je vais m'arrêter là pour le tricot, et je vais passer à les sculptures de ruban, au dernier projet. Donc, c'est là on s'est intéressé à ce qu'on appelle le pavage trihexagonal ou maillage de Kagome. En fait, c'est une méthode pour créer une surface à partir de bandelettes. C'est très utilisé dans la vannerie au Japon. Ça a même été probablement inventé ici, parce que Kagome vient du japonais. Et à partir souvent de bandelettes de bambou, on peut créer des surfaces comme ça. Et ce maillage a aussi la propriété très intéressante d'avoir une forme qui va varier si on introduit des défauts. Et en fait, le maillage classique, il est formé d'hexagones entourés par 6 triangles. Mais et dans cette configuration, on a quelque chose qui va être plat. Mais si on met un défaut, on va dire ici le défaut, on entend par mettre un pentagone au lieu d'un hexagone au milieu, c'est-à-dire quelque chose avec 5 côtés, la surface va spontanément former un dôme. Et un peu inversement, si on met un heptagone, donc 7 côtés au lieu de 6, on va avoir quelque chose qui va avoir une forme de selle de cheval. Et donc ça a été notamment utilisé par une artiste, Alison Martin, pour faire des sculptures tridimensionnelles à partir de ce maillage. Et donc avec notamment des formes géométriques comme ce tore ou cette bouteille de Klein, où elle a positionné de manière très précise pour avoir ces défauts-là, pour avoir les bonnes courbures au bon endroit. Ce qu'on peut remarquer avec ces courbures, avec ces sculptures, c'est qu'elles ont des coins. Et ça vient du fait que quand on passe d'un pentagone à un hexagone, on va passer tout de suite de quelque chose de plat, quelque chose qui a une certaine courbure, mais on rate un peu les intermédiaires, donc il n'y a pas de continuité. Et donc, il y a un collègue, Cheng Yop-Baek,
le PFL qui a commencé à discuter avec cet artiste pour voir est-ce qu'il n'y avait pas un moyen d'adoucir ses défauts et donc de passer continuellement, par exemple, quelque chose de plat à un dôme ou une selle de cheval. Et pour ça, ils ont trouvé une manière, c'est de jouer sur la forme des rubans. En fait, un ruban, c'est aussi un objet élancé, mais qui a une certaine épaisseur. Et en fait, ça lui donne une propriété qui va très facilement se plier dans une direction. Mais par contre, si on va essayer de le plier dans l'autre direction, il va pas pouvoir, il va faire un peu autre chose. Et, donc, ça veut dire que dans la direction où il ne va pas pouvoir se plier, on va pouvoir imposer une forme, donc notamment une courbure ici. Et qu'est-ce qui se passe quand on va tisser ces petites bandelettes courbées? Donc, typiquement, j'en ai une ici, donc on va juste faire une petite courbure comme ça. Et ça va donner en fait, ce qu'on attendait. Donc, passer d'un hexagone, on peut lui donner une courbure en forme de dôme ou en forme de selle à cheval de manière continue, simplement en changeant cette courbe. Et donc, à partir de cette idée, on a fait deux projets. Un, ça va être de mesurer et de prédire précisément cette forme, ce qui n'est pas forcément aisé puisque c'est assez difficile de décrire quelle est la forme d'un objet discret fait de différents rubans. Et la prédiction, en fait, c'est un théorème géométrique qui permet de vraiment prédire précisément quelle va être la forme. Et le second projet, c'est de regarder plutôt la réponse mécanique. Donc, on va prendre ces petits dômes et on va venir appuyer dessus et voir comment cette réponse change, notamment en changeant cette courbure. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'en changeant continuellement la forme, on peut aussi changer continuellement cette réponse mécanique. Et je vais, pour conclure, donc, ce que vous pouvez peut-être retenir de cette présentation, c'est que finalement, les objets qui sont autour de nous, ils recèlent une mécanique, au moins une mécanique qui sont très riches. Ils permettent de mettre en avant des propriétés physiques et géométriques très intéressantes et très complexes. Et je vois que j'ai encore un petit peu de temps. Voilà. Donc, je vais quand même parler un petit peu de ce que je fais maintenant au Japon. Donc, je suis au laboratoire, au département de physique, dans le laboratoire de Kazumasa Takeuchi. Et il y a un laboratoire de physique statistique. Donc, ça fait un petit changement par rapport à avant, mais je vais vous expliquer pourquoi ça a son intérêt. Donc, l'idée, c'est d'apporter un peu ma connaissance en mécanique à ce laboratoire. Et ce que je me suis intéressé cette fois-là, c'est à des objets qui ont la propriété de pouvoir se compresser beaucoup, mais de aussi pouvoir glisser, même couler comme un liquide. Un bon exemple, c'est par exemple la neige. Donc, vous pouvez prendre la neige, vous pouvez la compacter pour faire une boule. Il y a de grand potentiel de compaction, mais après, il va aussi couler, si, par exemple, et ça va donner par exemple les avalanches ou des choses comme ça. Et on retrouve ça aussi dans certains sols poreux où on va pouvoir aussi certains vont pouvoir se compacter beaucoup. Et ça peut, des fois, c'est encore pas bien compris à quel point ça peut contribuer à faire des glissements de terrain ou des sortes de déstabilisation catastrophique. Bon, sur ces photos, on voit qu'ici, sur le sol et la neige, on voit ce qu'on appelle des bandes de compaction. C'est qu'on va appuyer sur ces milieux, ce qui est ici enfoncé. C'est des endroits qui sont très compressés. Et donc, on voulait se poser la question d'est-ce qu'il y a une relation entre cette compressibilité et la déstabilisation qui peut donner un écoulement. Et pour ça, on va aussi simplifier le milieu. Donc ça, ce sont les sols et la neige. Il y a plein de phénomènes physiques qui entrent en jeu, mais aussi on va vraiment se concentrer sur cette question et donc de trouver un peu le système le plus simple qui peut à la fois se compresse, mais qui peut à la fois couler. Et pour ça, on utilise un système de grains compressibles. En fait, ça va être des anneaux faits en silicone, comme les plats qu'on a en cuisine. Donc ça va être très mou, mais qui vont des déformations réversibles, même si elles sont très grandes. Et des anneaux, en fait, c'est le fait d'avoir des anneaux comparé à des grains qui seront pleins, ça permet de les compresser beaucoup. Et on va avoir une assemblée de ça, où c'est-à-dire qu'on va remettre plein ensemble et on va les faire interagir entre eux. Et donc, on va venir les compresser, puis les mettre en mouvement et essayer de comprendre un peu ce qu'on observe. Donc, l'idée, c'est de voir est-ce que la déformation des grains eux-mêmes participe à la déformation du milieu en lui-même qui est synonyme d'écoulement ici. Donc, merci de votre attention et n'hésitez pas à poser n'importe quelle question.